Oui, bonjour à tous. Ah, excusez-nous pour ce petit problème technique. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire ISM concernant comment réduire le risque de litige fournisseur. Donc, nous allons être ensemble pendant 30 minutes de présentation qui va vous être faite par Patrick Bourg, donc le directeur technique ISM, et nous réservons un temps de questions-réponses suite à cette présentation. Donc, nous allons vérifier ensemble que tout fonctionne de votre côté. Est-ce que vous avez bien le son et l'image? Vous pouvez donc nous répondre par le chat qui est dans la fenêtre en bas, normalement à droite de votre écran. Merci de votre retour. Et puis, je vais laisser donc la parole à Patrick pour commencer cette présentation. Merci Sarah, merci à tous de vous être connectés sur ce webinaire, notre rendez-vous mensuel maintenant donc sur une présentation à la fois de fonctionnalités et puis de nos retours d'expérience et de notre vision des problématiques autour de l'externalisation des productions dans le monde du textile, de la mode en général. Donc cet après-midi, en effet, l'idée c'était de travailler sur cette notion de risque et de litige, de risque de litige avec de risque et de litige d'ailleurs avec les fournisseurs, c'est les deux, parce que c'est quelque chose d'assez sensible dans le cadre des productions qui sont externalisées. Donc le litige a bien sûr une définition, c'est le Larousse ou le Robert, je ne sais pas où c'est que j'avais pris ça, ou peut-être Wikipédia, mais l'idée c'est en effet un litige. Ça désigne une divergence, un écart entre un objectif qui était fixé, une attente qui avait été formalisée, et puis le résultat d'une action qui a été faite et qui n'est pas conforme à ce que vous voulez voir. Donc on va entendre par litige tout ce qui va être différent, désaccord, contestation, contentieux, et l'idée, c'est pas de mettre en place, du moins le credo que l'on a, c'est pas de mettre en place des processus pour régler les litiges avec les fournisseurs, pour suivre le règlement des litiges, mais c'est de mettre en place toute une organisation pour anticiper les litiges, faire en sorte qu'ils ne se produisent pas, ou que, identifier très tôt, il donne la possibilité juste de mettre en place un plan d'action de contournement ou de correction pour que l'impact négatif du litige ne se confirme pas. Alors, dans le textile, c'est une vraie problématique. Pourquoi? Parce qu'on a des cycles de vie de collection qui sont saisonnières, donc pas d'effet d'expérience, des cycles de vie de produits très courts, et sur le fait qu'avec un renouvellement éventuellement de la gamme qui fait que tous les contrôles de production, toute l'économie d'échelle que l'on peut avoir sur la répétition, la répétitivité des productions ne va pas pour s'activer, même si on a quand même des effets d'expérience, de professionnalisme, mais sur le produit lui-même, quelque part, il faut en permanence, on repart en permanence à zéro, on redevient débutant, on repart d'un prototype, d'un nouveau produit. Spécificité aussi liée à l'externalisation des productions, où l'on va passer un accord avec un fournisseur pour qu'il puisse nous produire ou nous fournir de la matière première ou nous produire des produits finis, sans que l'on maîtrise nous-mêmes son organisation de production et son outil de production. Donc il va falloir mettre en place tout un ensemble de suivi, de contrôle pour comprendre comment il fonctionne et anticiper éventuellement des contraintes que lui pourrait avoir et qui seraient préjudiciables à notre niveau. Une spécificité liée à la granularité des commandes, à la SKU. Alors, une granularité à la SKU qui est complexe, puisque souvent les couleurs sont des matières différentes, donc peuvent avoir des contraintes industrielles différentes ou des contraintes d'approvisionnement différentes, et à la SKU, parce qu'on a toute la problématique de la taille à gérer, et une commande à la SKU auprès d'un fournisseur qui va s'affiner au fur et à mesure des commandes, des tournées des commerciaux ou des demandes des clients finaux qui vont moduler la matrice taille-couleur que l'on va pouvoir demander à la production auprès de nos fournisseurs, voire à l'intérieur d'une même production, des demandes de variantes ou des ajustements par rapport aux dossiers techniques qui peuvent être liés par rapport à des réactions ou des demandes particulières de clients qui sont faites. Enfin, une contrainte forte au niveau de l'éloignement des fournisseurs. Alors, éloignement, parce qu'ils peuvent être de l'autre côté de la planète avec des fuseaux horaires différents, avec des langues différentes, avec des cultures différentes, mais éloignement aussi de par la taille,
On verra tout à l'heure, on travaille chez le groupe Hermès, qui est une grande multinationale de renom évidemment, mais qui va travailler avec des ateliers extrêmement petits, avec des cultures petites, hyper spécialisées, des artisans d'art souvent, et donc avec lesquels on va avoir des niveaux de culture ou d'échange qui sont très différents, de problématiques ou d'approches de leur modèle économique qui vont être très différents. Et enfin, des filières d'approvisionnement qui peuvent être plurielles dans le cadre de la traçabilité ou du commerce équitable qu'on va vouloir mettre sur les productions, donc avec un nombre d'interlocuteurs tout au long du cycle de production qui peuvent augmenter. Alors, les axes, les différents types de problèmes, on va retrouver les problèmes de reporting, où en est mon fournisseur, comment je vais, quelle information je restitue à mon service logistique ou à mon service commercial en disant voilà, qu'est-ce que tu vas recevoir à telle date et en telle quantité, voir pour quel client on va pouvoir servir en priorité ou pas. Des problèmes de qualité, évidemment, alors qualité de matière première, qualité de finition sur les produits, qualité technique des produits, des problèmes de conformité par rapport au dossier technique, où on avait prévu une poche JP et puis la personne arrive et fournit un autre modèle, une autre déclinaison du modèle avec sans poche par exemple. C'est une caricature, mais ça permet d'exprimer le fait que la conformité par rapport au dossier technique doit être en permanence revalidée. Des problèmes de quantité, en plus ou en moins. Les problèmes de délai, rien ne sert de recevoir des quantités, des productions pour une date donnée ou une opération commerciale donnée ou un lancement de collection particulier après la date. Donc, il faut pouvoir anticiper ces problèmes de délai. Problème de disponibilité, évidemment. Disponibilité à la fois, on le verra sur une expérience client, de la capacité de production du fournisseur, mais aussi disponibilité en matière première, disponibilité en capacité de transport, disponibilité en capacité industrielle de la personne. Les problèmes de facturation par rapport bien sûr aux quantités, à la qualité, comment faire en sorte de mettre des règles de pénalité éventuellement avec les fournisseurs. On peut aller dans ce type de logique. Donc, pour éviter l'ensemble de ces problèmes-là, l'idée c'est de mettre en place une assurance qualité avec les fournisseurs, et une assurance qualité qui va pas être, qu'on va pouvoir asseoir sur des normes communes à tous les fournisseurs pour simplifier la gestion, pouvoir éventuellement évaluer les fournisseurs les uns par rapport aux autres, pour pouvoir aussi guider le fournisseur dans son plan de production ou missionner des organismes de contrôle qualité pour qu'ils puissent intervenir à des dates précises ou à des événements précis au sein de la production. Plus on harmonisera les procédures entre tous les fournisseurs, plus on pourra avoir une vision industrielle de l'ensemble des productions externalisées. Superviser et piloter les filières d'approvisionnement, donc ça c'est très important pour pouvoir anticiper les dérives, alerter au plus tôt, dès qu'un fournisseur va pouvoir vous faire part d'une des problématiques industrielles, donc il va demander à fractionner, on le verra tout à l'heure, un ordre d'achat, ou à décaler une date, ou alerter sur le fait qu'il n'a pas la matière première à temps. Mais tous ces éléments-là vont permettre d'interagir avec lui et de trouver une solution en accord avec éventuellement la logistique, les services commerciaux, le fournisseur lui-même, des fournisseurs de matières premières, pour pouvoir voir des transitaires ou des transporteurs, pour pouvoir compenser un retard éventuel. Et enfin, maîtriser la donnée et tracer les décisions. Maîtriser la donnée, c'est être sûr que l'ensemble des parties prenantes d'un ordre d'achat disposent de la même information au même instant, afin de pouvoir ne pas avoir de quiproquo sur les données que l'on manipule, mais aussi tracer les décisions pour pouvoir refaire le film a posteriori et comprendre pourquoi une production a été éventuellement détournée, livrée en avion au lieu de camion, en express ou en trafic normal, ou qui a pris la décision de valider telle ou telle opération afin de pouvoir retracer la responsabilité et donc instruire éventuellement un litige ou une non-conformité qui est apparue, mais qui peut avoir été validée en amont dans le cadre des procédures ou des arbitrages qui ont été faits. Alors, face à l'ensemble de ces constats, la solution portail fournisseur ISCM permet d'animer l'ensemble de ces échanges avec les fournisseurs. Et pour marquer les esprits et puis savoir de quoi on parle, je vous propose une vidéo très courte de 2 minutes qui
remet dans le contexte le portail solution. Le marché concurrentiel du prêt-à-porter et de la mode en général impose une pression commerciale de plus en plus forte. L'enjeu est d'être capable de répondre aux demandes spécifiques de chaque client, alors même que la production peut être externalisée à l'autre bout du monde. C'est là la force du portail fournisseur ISCM, qui harmonise le suivi des approvisionnements et la planification entre tous les acteurs. Les commandes sont soumises aux fournisseurs pour confirmer les coûts, les quantités, les dates de réception des matières premières ou des produits finis. Les échanges permettent d'identifier au plus tôt les contraintes de production pour valider les jalons de suivi. ISCM permet de mobiliser chaque acteur sur un objectif commun. Via une interface sécurisée, le fournisseur saisit ses contrôles qualité pour valider le lancement de la production, mettre à jour son suivi et informer l'approvisionneur en temps réel. Quels que soient les problèmes de qualité, de quantité ou de délai, ISCM facilite la prise de décision en fonction des priorités réelles qui ont pu évoluer. L'approvisionneur, avec le fournisseur, peut adapter et moduler en concertation le plan de production et de livraison pour respecter les objectifs fixés. En temps réel, chaque acteur est informé, les priorités validées et le planning adapté en cohérence. Une fois la production terminée et contrôlée, ISCM génère la liste de colisage et les étiquettes colis. Informé, le transitaire peut déclencher les opérations d'acheminement et renseigner les dates de suivi. Ainsi, via ISCM, les équipes entrepôts disposent d'un planning de réception plus fiable pour anticiper la préparation des expéditions clients. En synthèse, tout au long du cycle d'approvisionnement, la supervision ISCM simplifie la relation avec les fournisseurs et accélère la prise de décision pour respecter les engagements de livraison. Voilà, donc rapidement, donc ce portail fournisseur, on l'a déployé chez un grand nombre d'entreprises et d'industries aujourd'hui, et à chaque fois avec cette problématique, donc pour petits bateaux, qui était de tracer la matière première et de réaliser des tests de toxicologie sur les produits finis, évidemment pour éviter les problèmes de santé pour les nourrissons, mais aussi d'avoir une qualité constante, par exemple sur des produits qui sont emblématiques comme le ciré jaune par exemple, qui sont emblématiques de la marque. Chez Eden Park, ils avaient de nombreux litiges et des difficultés pour coordonner les plannings de livraison et faire en sorte de respecter la qualité et l'exigence de qualité au niveau des produits finis qu'ils avaient, notamment par exemple des broderies qu'ils faisaient dans des pays comme l'Inde ou autres, sur lesquels il fallait qu'ils mettent en place des suivis et des tests réguliers de qualité au sein même des ateliers. Chez Rip Curl, il y a eu une préoccupation très forte au niveau du contrôle de déontologie, donc dans les usines, de pouvoir organiser des audits de la qualité des conditions de travail dans les usines, et de ces si dernièrement l'actualité a été marquée par ce type de problème et comment ça peut entacher l'image de la marque. Donc ça a été une problématique, et les litiges étaient aussi liés à la difficulté qu'avait Rip Curl à pouvoir avoir l'assurance que le fournisseur allait bien travailler sur la dernière version du dossier technique, et donc en permanence de pouvoir valider avec lui que les éléments du cahier des charges pour la production des produits finis étaient bien conformes au même niveau que ceux qu'avaient les gens du style. Il est arrivé qu'il y ait des décalages où les gens du style avaient envoyé une mise à jour des dossiers techniques, mais que le fournisseur n'avait pas pris en compte, par exemple. Chez Armor Luxe, on a déployé le portail ISCM dans le cadre de leur projet d'équipement de la police nationale, donc pas sur le matériel de sécurité ou l'armement, entre guillemets, de protection, mais défensif, mais plus sur la partie uniforme. Et donc, il y avait quand même des tests très forts de résistance à l'abrasion, évidemment, de résistance à la couleur, à la dégradation de la couleur au soleil, pour que dans les défilés, tout le monde ait à peu près le même bleu sur l'uniforme, évidemment. Donc, tout un ensemble de tests très particuliers qui étaient suivis dans les sites de production, mais aussi en amont, puisque Armor Luxe avait affiché un label Max Havelaar pour la traçabilité de la matière première et le commerce équitable, donc avec Max Havelaar plus pour le commerce équitable, avec des productions notamment de coton dans des coopératives de production qui étaient tracées donc, pour donner ce certificat d'origine.
Donc le fait de pouvoir suivre tous ces éléments, à la fois au niveau de la qualité, permettait de pouvoir afficher vraiment l'ensemble des critères et des exigences pour éviter tout litige par rapport à un non-respect des règles qui avaient été définies. Et enfin, on travaille beaucoup chez Hermès, donc qui a déployé ISCM au niveau de l'ensemble de ses productions, donc qui dépasse largement le cadre du textile à proprement parler, quand on est sur la bijouterie ou sur l'ameublement ou de la vaisselle, mais qui reste sur l'ensemble du suivi des ordres d'achat, de pouvoir normaliser les relations avec les fournisseurs et de suivre en permanence l'état d'avancement de la production, qui peut être sur des très petites séries. Alors effectivement, entre Hermès et Rip Curl, on a une amplitude de nombre de pièces par ordre d'achat qui est extrêmement large, puisqu'on peut avoir sur quelques unités Hermès et plusieurs dizaines de milliers de pièces chez Rip Curl, mais on a la même contrainte de savoir quand est-ce qu'elles vont être livrées et quand est-ce qu'elles vont être contrôlées, quand est-ce qu'elles vont être prêtes pour être expédiées, et d'éviter de faire en sorte que la pièce arrive en entrepôt avec un défaut, mais que le défaut soit mieux contrôlé au plus proche de l'unité de production, ne serait-ce que pour pas que le produit arrive. Chez Petit Bateau, on avait par exemple mis en place tout un process de plateforme logistique qui était un point de concentration de l'ensemble des productions des usines en Asie pour que s'il y a un contrôle qualité négatif, ça puisse repartir en usine, mais que ça n'arrive pas en litige et en non-conformité dans l'entrepôt au plus proche de l'expédition prévue pour le client, ce qui empêche et ce qui crée donc un décalage. Donc voilà le portail et les différents points. Alors pour travailler, on a schématisé 3 grands macro-processus dans la cycle de vie d'une collection, hein, et bien sûr, les collections vont s'enchaîner, c'est ce que définit ce schéma. Et bien sûr, la première étape, même s'il est simplifié, hein, la première étape démarre alors même que la collection précédente est en cours de production. Donc au niveau du design to showroom, c'est là où il y a toute la partie création de la collection, prototypage, sourcing, fournisseur, c'est là où on va pouvoir définir, normaliser la relation avec le fournisseur, définir les règles de contrôle, l'ensemble des jalons de production que l'on va pouvoir mettre en œuvre, et surtout travailler avec le fournisseur au moment même de la négociation sur un retour d'expérience par rapport à la saison précédente et au contrôle de la qualité de ce fournisseur ou de la fiabilité de ce fournisseur dans son cycle, pour pouvoir mettre en place avec lui des contrôles ou une assurance qualité ou un cycle d'amélioration continue pour éviter que se reproduisent des difficultés passées. Le second macro-processus, ça va être la production jusqu'à l'entrepôt, où là, il va falloir qu'on suive en permanence le cadencier de production du fournisseur, et à l'intérieur de ce cadencier ou de cet échéancier de production, l'ensemble des jalons de contrôle qualité, de réception matière première, de contrôle qualité de la matière première, de contrôle de la tête de série, du contrôle de la taille ou des caractéristiques du lancement de la production, etc., etc. Jusqu'à la quantité, la contrôle qualité de produit fini et l'expédition, le hockey pour expédier, donc la date de transfert qui va faire que l'usine va expédier la marchandise, c'est-à-dire qu'on va dire que cette marchandise est conforme pour être réceptionnée et donc pour être expédiée chez le client. Et enfin, il y a un troisième macro-processus qui est la partie, order to cash, qui intègre la prise de commande auprès des clients, et souvent, on se rend compte que la prise de commande auprès du client final peut être postérieure au lancement de la production, parce que les lancements de production, dans le cadre des très grandes séries, se font sur des statistiques, sur de l'anticipation, sur des prévisions commerciales, mais la vente va continuer à s'échelonner dans le temps. Et enfin, la partie expédition jusqu'au client, donc tout ce que je vais réceptionner en entrepôt ne pourra être facturé que lorsque je l'aurai expédié à mon client. Donc on a ces 3 grands macro-processus. Et sur ce troisième, ISCM va aider à sécuriser la qualité des produits réceptionnés à fiabiliser le planning des réceptions, donc de l'approvisionnement, pour pouvoir anticiper la préparation des commandes et des expéditions, qui est l'aboutissement de ce pourquoi tout à chacun travaille. Alors, quand on regarde ISCM, donc là, on va rentrer très rapidement dans le produit pour illustrer un peu ce que je montre et voir l'ergonomie. Dans une première étape, donc, on se rend compte que ISCM va permettre de
réceptionner, de gérer l'ensemble des commandes qui sont préparées dans votre ERP et qui vont être soumises donc aux fournisseurs par le biais de ce portail. Donc à un moment donné, on va uploader, télécharger les commandes qui sont prises dans le ERP pour les soumettre aux fournisseurs et on va d'abord demander à l'approvisionneur de contrôler la conformité de ces commandes ou de pouvoir rattacher à ces commandes l'ensemble des dossiers, des documents techniques, mais aussi des chartes de qualité, du contrat avec le fournisseur qui peut être fait, pour pouvoir habiller cette commande avec son contexte. Une fois que cette partie est là, ben, l'approvisionneur va travailler avec le fournisseur pour confirmer cette commande. Et confirmer cette commande, c'est-à-dire passer un contrat avec le fournisseur sur le fait qu'il a bien pris en compte la quantité, la qualité attendue, le délai et les contraintes de production de contrôle qualité ou de qualité que l'on va le demander. Et ici, on va retrouver dans le module ISCM, le module confirmation que l'on pourra voir tout à l'heure rapidement si on a le temps. Une fois que le fournisseur a confirmé sa production, et par exemple, on parlait d'Hermès tout à l'heure, Hermès a supprimé le contrat papier qui signe entre l'approvisionneur et le fournisseur au profit de cette confirmation dans ISCM qui valide et qui trace l'acceptation ou l'arbitrage qui a été fait entre l'approvisionneur et le fournisseur sur la production qui va être engagée. Une fois que la confirmation est donc validée, le fournisseur rentre dans le cycle de production qui est un autre onglet dans le portail ISCM avec des règles et des suivis très particuliers. Et là, le fournisseur va pouvoir lancer sa production, faire d'abord toute la partie contrôle qualité des échantillons, des têtes de série et autres pour obtenir le OK Prod qui va déclencher la production de masse sur laquelle que vous aurez contrôlé, donc vous aurez contrôlé l'ensemble du process industriel, que le process industriel du fournisseur est bien conforme à la qualité que vous attendez. Éventuellement, ces contrôles qualité peuvent être externalisés à des organismes externes ou peuvent être planifiés pour organiser des tournées avec vos équipes, internes ou délocalisées au plus proche des usines pour pouvoir organiser donc ces tournées de contrôle. Une fois que la production est finalisée, effectivement, il y a tout un ensemble, on verra, d'arbitrage qui peut être fait sur du fractionnement de commandes pour pouvoir échelonner les productions, pour pouvoir, d'abord, ça peut être une demande liée de l'approvisionneur que d'avoir sur 10 000 pièces, par exemple 3 000 par trimestre et 3 000 par trimestre, par exemple, tous les 3 mois de fournir 3 000 pièces, donc de cet échelonné, avec une répartition à la SKU qui est gérée, donc on va pouvoir définir qu'on veut autant de jaune que de bleu tous les 3 mois par exemple. Et une fois que la production est terminée, que les quantités sont produites, ont bien été déclarées, on verra l'interface avec le PLN on va permettre de générer la packing list avec l'ensemble des étiquettes colis. Et quand cette packing list est générée, et ça veut dire que le transitaire, et là, on a fait un webinaire il y a quelque temps sur justement cette notion d'étiquette colis, c'est que le fait de centraliser la génération d'étiquettes colis et de maîtriser la génération d'étiquettes colis, c'est qu'on maîtrise l'expédition du fournisseur vers son transitaire. Ou du moins, on informe le transitaire qu'il a une production à prendre, disponible à prendre à tel endroit du site de production, que ce soit chez un atelier en Europe, en France, que ce soit dans une usine en Asie par exemple. Ou en Afrique. Et donc, le fait de garder ça, c'est que vous gardez la maîtrise et le bon pour expédition n'est possible parce qu'il est visible par le transitaire que si vous avez validé le fait que les étiquettes colis et la packing list puissent être générées par ISCM. Je passe sous silence parce que c'est important, le fait que les étiquettes soient générées par ISCM fait que tous les fournisseurs ont la même étiquette, ce qui fait qu'au niveau de l'entrepôt, on a une capacité beaucoup plus facile de lecture des données et surtout on a les données très en amont puisqu'à partir du moment même où le fournisseur a confirmé sa commande, on a, dans le monde de Candy, si tout se passe comme il faut, on sait à quelle date on va réceptionner telle ou telle production. Le transitaire, lui, une fois que les packing lists sont définis, il va pouvoir lotir l'ensemble des productions disponibles pour un port d'embarquement. Donc, toutes les usines rattachées à un même port d'embarquement vont constituer un ensemble de lots à expédier que l'on va pouvoir regrouper pour optimiser ou une tournée d'enlèvement en camion si on est dans le transport route parce qu'on a un périmètre français ou européen,
ou un transport maritime, si on est un peu plus loin, voire même des arbitrages sur les transports en avion pour des transports express, s'il faut rattraper un retard qui a été pris au niveau de la production. Au niveau de l'entrepôt, on a en permanence un calendrier de réception qui s'affine au fur et à mesure que le temps passe et que les jalons de production se confirment. Et donc, on a des dates qui s'affirment et ça permet au contrôle à l'entrepôt de pouvoir anticiper le contrôle qualité en réception et de pouvoir anticiper la préparation des commandes en priorisant tel ou tel client ou en faisant en sorte de préparer des commandes complètes parce que je sais ce que je vais recevoir à terme. Voilà un peu le grand cycle d'ISCM. En permanence, on a un outil de supervision qui est à la fois interne à l'outil, donc avec ce qu'on appelle les tableaux de bord de gestion par exception, qu'on va voir tout de suite après, et un data mart qui permet de pouvoir calculer des indicateurs de qualité ou de performance par géographie, par site de production, par fournisseur, par ligne de produit, par division produit, pour pouvoir tirer des enseignements et puis focaliser des plans d'amélioration qualité ou des plans d'amélioration de la production. Alors rapidement, donc, pour rentrer dans l'outil, pour illustrer, parce que je vois que l'heure tourne, on s'était engagé sur une demi-heure, on va dépasser peut-être de 5 minutes, mais ça me semble important de vous montrer l'outil. Donc ISM, c'est un portail qui que nous éditons et que nous intégrons. Donc on a, là je suis connecté en administrateur, donc on peut choisir la langue, il est français, anglais et en italien, traduit en standard, mais à chaque fois on a la possibilité par une interface d'administration de personnaliser la traduction au jargon dans l'entreprise, puisque il y a des entreprises qui parlent de modèles, là où on parle d'articles, qui parlent de SKU, là où on parle de RTC, qui parlent de produits d'articles, là où on parle de SKU. Donc tout ce jargon va pouvoir être personnalisé dans toutes les langues afin de rendre un outil le plus intuitif possible et qu'on s'adapte à vos us et coutumes dans tous les échanges que vous avez avec vos prestataires. Donc si je vais sur la partie production, par exemple, donc c'est le suivi de la production, des macro-processus dont on a vu tout à l'heure. La première étape, j'ai un tableau de gestion par exception qui m'indique sur des indicateurs de production définis, qu'on peut commenter, le nombre d'ordres d'achat qui sont en souffrance. Là, par exemple, sur cette troisième colonne, j'ai les listes de colisage, donc la packing list qui n'est pas déclarée complète, alors même que la date de transfert est prévue dans 5 jours. Donc là, ça veut dire que dans 5 jours, mon transitaire est susceptible d'enlever cette marchandise pour l'envoyer, pour l'acheminer par ma plateforme logistique. Or, la packing list n'est pas encore produite. Donc, en tant qu'approvisionneur, je vais pouvoir me focaliser sur ces 5 ordres d'achat et comprendre qu'est-ce qui peut se passer. Alors, dans un ordre d'achat, j'ai l'ensemble des éléments relatifs. J'ai le détail de l'entête de l'ordre d'achat dans lequel je peux avoir, avec l'ensemble des éléments logistiques, l'ensemble des éléments de contrôle, de suivi du cycle de production. Donc on voit qu'il y en a encore beaucoup en rouge, on va les régler tout à l'heure. Les quantités, avec une gestion à la SKU des quantités, les prix, et là je peux avoir des prix qui sont en affichant ou pas la quantité, je peux même choisir ma devise et voir si j'ai des références fournisseurs ou un numéro ERP, donc qui me permet d'animer et de pouvoir visualiser plus facilement. L'ensemble des jalons de production que j'ai définis avec un suivi quand ça sera parti de la situation dans laquelle est ma livraison, sachant que l'ensemble de ces étapes intermédiaires sont planifiables et paramétrables par rapport au type de plateforme, à la situation à la zone géographique de production, etc. L'ensemble des documents rattachés ou à rattacher à cet ordre d'achat, les références que je peux avoir, et ça c'est important parce que ce sont des références qui vont venir, d'ailleurs au même titre que le prix ou certains autres éléments qui vont venir du PLM et qui vont permettre d'éditer par exemple des étiquettes produits et de donner aux fournisseurs la possibilité d'éditer des étiquettes produits. Je parlais tout à l'heure d'étiquettes colis, mais on peut aussi éditer les étiquettes colis, les étiquettes produits, pardon, je me mélange, donc qui vont permettre d'affiner la production. Et enfin, un suivi de la réception, où par rapport aux quantités commandées à la SKU, j'ai les quantités expédiées, reçues, rangées, etc., qui permettent donc d'avoir sur un seul écran l'ensemble des informations relatives à un ordre d'achat
et qui vont intéresser tout ou partie des interlocuteurs en fonction du niveau d'avancement de l'ordre d'achat. Donc, sur cet ordre-là, par exemple, je vois que j'ai une demande de changement. Cette demande de changement, on me demande de changer du 24 avril, qui était aujourd'hui, où il devait être expédié, au 4 mai. Et là, si je rentre dedans, ben, je vais pouvoir valider, auquel cas cet ordre d'achat ne sera plus en retard, OK, pour décalage de la date, parce qu'il y a une contrainte particulière que j'ai acceptée, que j'ai pris en compte. Ça veut dire que là, à partir de ce moment-là, cet ordre d'achat est sorti de visu, hein, le 4 n'y est plus, puisqu'il n'est plus en retard par rapport à mon tableau de gestion par exception qu'on voyait tout à l'heure. Si je regarde, par exemple, celui-là, là, j'ai une demande de fractionnement. Ça veut dire que cette demande-là, j'ai mon fournisseur qui m'a demandé d'étaler cette production, donc d'un produit pourpre, en l'occurrence de 110 pièces, de l'étaler en 3 échéances pour le 29 avril, le 26 mai, le 11 juin, pour générer, parce que suite à un problème de réception de matières premières, par exemple, qui s'est étalé, ou de capacité de production étalée, et c'est quelque chose qui peut me m'aller, parce que j'en ai déjà parlé, ou je l'ai accepté, et je peux aussi évidemment le refuser. À partir du moment où je l'ai refusé, ben on va voir qu'il est aussi, il a disparu il va être dans un autre statut. Je peux bien sûr à tout moment retrouver un ordre d'achat dans un système de recherche, hein, qui peut être très complexe pour pouvoir rechercher un ordre d'achat particulier. Et si je recherche mon ordre d'achat numéro 4 tout à l'heure, je vais pouvoir aller, par exemple, régler les problématiques de quantité ou de barème et dire que j'ai fait, par exemple ici, le barème des mesures. C'est un organisme externe de contrôle qualité qui a fait ce contrôle et qui l'a déclaré valide. Donc, je vais pouvoir demander à des gens de pouvoir valider que là, c'est un contrôle interne qui a été fait et qui était validé. Et progressivement, alors là, évidemment, je le fais au fur et à mesure de... Là, ce contrôle qualité ne peut pas être fait puisqu'il faut que je fasse d'abord ici un contrôle de barème sur ce deuxième lot. Donc là, c'est aussi, là par contre, c'est un contrôle interne, c'est le besoin de la démo. Je valide et là, je vais pouvoir avoir un autre action. C'est toi qui l'as fait, il est OK et je valide. Et à ce moment-là, j'ai donc tous mes contrôles qualité qui sont passés au vert. Et à ce moment-là, j'ai donc un ordre d'achat que je vais pouvoir valider à la production. Donc, rapidement, il faut, et ça je voulais vous montrer aussi, il y a une interface avec le PLM qui va permettre de définir la capacité de chargement de nombre de pièces dans le colis, qui va me permettre de définir mon colis standard pour ce type de modèle-là. Alors évidemment, tout ça, ce sont des choses qui peuvent être saisies à la main, hein, on le montre, mais surtout qui sont prévues pour être saisies par qui est importé depuis le PLM. Donc là, je dis que chaque produit va saisir 350 grammes, par exemple, mais que sur la taille petite, il n'y a que 300 grammes, et sur la taille grande, il est à 400 grammes, par exemple. Et je dis que par pièce, par taille, je vais pouvoir mettre 10 unités. Et tous ces éléments-là, qui peuvent être affinés par, excusez-moi, j'ai de la confiture dans les doigts, tous ces éléments-là vont permettre de générer la packing list automatiquement en fonction de règles arithmétiques. Je demande donc au fournisseur de bien confirmer les quantités qu'il a, et on pourrait estimer qu'il en a produit une quinzaine de plus, hein, et donc voilà, il y a une répartition proportionnelle relative à la matrice qui est définie, et donc je vais valider, et donc cet ordre d'achat a été commandé pour 192 pièces, la personne en a fait 208, et c'est quelque chose qui me convient parfaitement, et donc je vais générer ma packing list par rapport à ça, avec éventuellement quelques messages d'alerte parce que j'aurai une information. Une fois, je vous passe
si je finalise ma packing list, je vais avoir un document qui va se générer automatiquement avec une packing list que je peux voir ici, avec l'ensemble du colisage qui est défini, mon en-tête qui vient de mon donner, et voilà l'ensemble des colis à la SKU que j'ai généré, enfin, pardon, au modèle couleur qui a été généré, mais je pourrais avoir des colis, mixtes en termes, et j'ai généré en même temps les étiquettes, pardon, j'ai appuyé 2 fois sur le produit, les étiquettes colis dans lesquelles je vais retrouver l'ensemble des éléments-là. Ce qui veut dire que ce document-là va permettre au fournisseur de conditionner son produit. Il y a plusieurs manières de faire des étiquettes, donc ça s'appelle des étiquettes colis ou de générer la packing list. Là, on l'a fait d'une manière manuelle, mais elle peut être faite par import de fichiers, parce qu'il y a des fournisseurs de plus en plus structurés qui ont eux-mêmes un propre ERP, donc ils vont générer un BL que j'injecte dans ISM pour générer ma packing list et mon étiquette colis, comme ça je maîtrise le format, ce que je disais tout à l'heure. Il peut y avoir aussi des packing lists, donc saisie à la main, on l'a fait là directement, généré automatiquement, ou des packing lists dites multimodèles dans un colis, c'est-à-dire que le fournisseur va biper avec comme on le fait chez Hermès notamment, ou chez Petit Bâton, on bip les produits qui sont prêts à l'expédition et on conditionne ces produits dans un colis, ces produits dans un colis, voire dans un trolley, parce que pour des expéditions camions, ben on génère par exemple sur des petits wagonnets des centres, des suspendus où on met dedans l'ensemble des sacs de maroquinerie ou des pièces dans un petit chariot qui va être expédié par camion par exemple. Et donc là on génère un conditionnement plus large qu'un colis, mais en bipant tous les produits qui sont prêts à expédier, et ISM génère défalque l'ensemble de ces productions qui auront été bipées et conditionnées et expédiées, défalque du plan de production de l'ensemble des produits qui sont à produire. Il y a une option intéressante qui s'appelle l'échéancier et qui permet de suivre semaine par semaine l'ensemble des produits qui sont par commande, qui sont prêts à être expédiés. Donc par exemple, je sais qu'en semaine 17, j'ai 150 pièces de ce modèle-là qui vont partir, 40 en semaine 21, 40 en semaine 24. Ça a été mis instantanément à jour. Ici, par exemple, je sais que j'ai une quantité aberrante parce que j'ai une demande, il est en rouge parce que j'ai une demande de changement de quantité. Si je vais le valider, cette demande de changement de quantité, par exemple, on va voir que ce qui était en rouge est passé en gris. Donc là, j'ai confirmé. Est passé en gris et a été décalé ou a été confirmé, donc est passé donc en couleur non remarquable parce que c'est conforme et ça a été validé. Donc là, on a un échéancier et simplement le fait d'avoir ce reporting en permanence à jour et à disposition de l'ensemble des équipes permet à la fois pour la logistique, pour le commercial ou pour les approvisionneurs de savoir exactement qu'est-ce qui va être reçu en entrepôt pour pouvoir anticiper donc un stock à terme de produits finis. Voilà rapidement ce qu'on voulait vous présenter donc sur cet outil. Donc on va pouvoir avoir par exemple par approvisionneur, par famille de produits, l'ensemble du portefeuille avec les tâches à réaliser, hein, donc par le suivi de ces éléments-là, avec les différentes statuts du contrôle qualité qui a été fait ou des jalons de production qui a été définis et qui permettent de savoir pourquoi cet ordre d'achat, par exemple, n'a pas été conditionné ou pourquoi cette piste de colisage est en rouge, c'est-à-dire qu'elle est en erreur. Et là, je vais pouvoir redécomposer grâce à l'ensemble des informations que j'ai sur cette ligne qui consolide mon ordre d'achat, l'ensemble des éléments qui constituent l'historique de cet ordre d'achat. Et c'est grâce à ça, en anticipant à tout prix les différents événements sur un cycle de production qui a été pré-paramétré, que je vais pouvoir anticiper les litiges, les dérives ou les décalages pour pouvoir trouver un plan d'action, trouver un arrangement, confirmer une situation avec un fournisseur et ainsi éviter les litiges. C'est quelque chose que l'on peut mesurer aujourd'hui par les retours d'expérience chez les clients qui sont utilisateurs depuis parfois, pour les plus anciens, une douzaine d'années. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur en des mots, en illustration du problème, donc du portail fournisseur, et pour éviter d'anticiper ou de régler l'ensemble des problématiques que l'on peut avoir.
Donc voilà, pour nous, limiter le risque des litiges, ça permet d'optimiser les coûts d'approvisionnement et donc la production externalisée, de sécuriser les livraisons aux clients parce que je sais que ce que je reçois est conforme à tous les niveaux, aux exigences que j'ai définies et à mon cahier des charges. Et enfin, j'améliore la satisfaction client parce que je peux à tout moment sécuriser, fiabiliser l'échéancier de livraison que j'ai prévu et sur lequel je me suis engagé commercialement. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous en une grosse demi-heure maintenant. Excusez-nous pour le retard, mais c'est important de s'appuyer sur ces éléments-là. Merci voilà. Patrick pour la présentation. On va pouvoir maintenant passer aux questions. Donc pendant quelques minutes, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc j'ai déjà une question. Alors, est-ce que la solution permet de générer les étiquettes produits à la SKU, étiquettes produits et housse sur du textile? Alors, la réponse est oui. Donc, on a, par rapport aux éléments du PLM que je montrais tout à l'heure, on est capable de générer les étiquettes produits. Donc, l'utilisateur, enfin, le fournisseur, pardon, a l'ensemble d'un fichier avec le nombre d'étiquettes qui peut être généré en fonction du nombre de produits réellement fabriqués, de produits finis réellement fabriqués. Et donc, on va générer ces étiquettes-là que le fournisseur va pouvoir donc disposer, alors ou pour des étiquettes tissées ou pour des étiquettes papier que l'on va pouvoir prendre ou pour coudre sur le produit lui-même. Je parlais d'Armor Luxe tout à l'heure, on était capable de coudre sur l'étiquette d'un polo d'un gendarme la référence de l'ordre d'achat qui nous permettait de retrouver le champ de coton dans lequel avait été produit le coton, ou du moins la coopérative dans laquelle le coton avait été produit. Donc oui, la réponse est oui à ce stade-là. Très bien, merci. Donc, alors nous n'avons pas d'autres questions pour l'instant. Peut-être que on peut dire qu'on aura la prochaine session du webinaire qui sera le 31 mai et qui va concerner donc la thématique de comment réconcilier les exigences commerciales et les contraintes logistiques. Donc vous pourrez donc vous inscrire à cette session. On vous invite aussi à consulter notre site internet, donc i-scm.eu, où vous aurez plus d'informations sur notre portail fournisseur. Également, vous pourrez vous inscrire donc à notre newsletter mensuel pour recevoir nos actualités. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre page LinkedIn. Et n'hésitez pas à consulter donc, notre chaîne YouTube. On relaie en fait tous les replays des webinaires qu'on organise tous les mois. Et donc, si nous n'avons pas d'autres questions, comme on a déjà un petit peu débordé, on vous remercie pour votre participation et donc espérons vous revoir peut-être à un prochain webinaire. Merci beaucoup de votre présence et participation active. Merci, au revoir.